Chapitre 15. L'être du passé. Mais toi-même ne dois pas distinguer ta victoire de ta défaite. Cher Pasternak, une série de malchances m'a posé quelques questions auxquelles je n'ai pas pu trouver de réponse. Selon ta théorie, si je cherche le bien en toute chose, je devrais finir par écrire une vague d'événements positifs. J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Et ce n'était pas juste une fois, sinon je ne l'aurais pas remarqué. Je vais te donner un exemple. Il y a environ 6 mois, j'avais un super boulot qui me convenait parfaitement et me rendait heureux. Je vivais pour mon travail, j'avais de bons amis, un partenaire, un chez-moi, et mes parents habitaient à proximité. J'étais vraiment heureux, et ce qui est plus, je savais que j'étais heureux. Je m'enviais même un peu d'être si heureux. La vie était cool, et tout avait un sens. Je savais que ça ne pouvait pas durer éternellement. Puis j'ai dû partir, et maintenant je n'ai plus de chez moi, très peu d'amis, et un boulot qui ne correspond pas à mes qualifications ou à mes projets personnels. Voici un autre exemple. J'étais sur le point de terminer mes études universitaires. Pendant les 2 années précédant l'obtention de mon diplôme, j'ai passé beaucoup de temps dans les locaux de la faculté, nouant des relations étroites avec les professeurs et d'autres étudiants. Durant le dernier semestre, j'avais même le sentiment physique que c'était une période merveilleuse et irremplaçable de ma vie. Alors j'ai essayé de graver chaque jour dans ma mémoire. Puis on m'a proposé de rester travailler à l'Institut. J'étais fou de joie. Mais ensuite, il y a eu des coupes dans le personnel universitaire, et je n'ai finalement pas obtenu de poste, et j'ai passé 6 mois au chômage, à tourner en rond à la maison. Ce furent vraiment des jours sombres. En d'autres termes, il y a eu de nombreuses fois dans ma vie où j'ai été vraiment heureux, et où j'ai remercié Dieu pour cela, pour que tout soit ruiné par une série de malchances. Dans mon cas, la loi dont tu parles n'a pas fonctionné, et j'ai été entraîné dans une vague d'événements négatifs. Et quand j'étais vraiment au plus bas et que j'ai commencé à me plaindre, c'est comme si on me donnait un indice ou une sorte d'aide, même si selon ta théorie, cela aurait dû me dévier complètement. Voilà le genre de contradiction que j'ai vécu. Je te serais reconnaissant si tu pouvais m'aider à les comprendre mieux. Il n'y a pas de contradiction dans ton cas, au contraire, tout se déroule exactement comme il le devrait. Et bien que tu ne comprennes peut-être pas pourquoi il pleut soudain après que le soleil ait brillé, tu as exprimé la raison de cela de manière merveilleusement claire dans ta lettre. La raison a toujours été et sera toujours la même. Le monde est le reflet de ta relation avec lui. La différence entre le miroir et le monde réside uniquement dans le fait qu'un miroir reflète le changement instantanément, tandis que la réponse du monde peut prendre quelques jours, voire plusieurs mois. Regarde ce que tu as écrit. La vie était cool et tout avait un sens, mais je savais que ça ne pouvait pas durer éternellement. Durant le dernier semestre, j'avais même le sentiment physique que c'était une période merveilleuse et irremplaçable de ma vie. Où est, selon toi, la contradiction dans ta relation avec ces périodes de ta vie? Tu as choisi le programme, et le monde l'a réalisé de manière impeccable. Le monde manifeste toujours parfaitement ton choix personnel. C'est en fait tout ce qu'il fait jamais. Tu exprimes ta plainte concernant le miroir de la manière suivante. Il y a eu de nombreuses fois dans ma vie où j'ai été vraiment heureux et où j'ai remercié Dieu pour cela, pour que tout soit ruiné par une série de malchances. Alors, qu'est-ce qui a causé cette série de malchances? Si je te disais d'où vient une série de malchances, tu ne me croirais pas. Même si ta lettre n'avait pas contenu les phrases clés que j'ai citées, il ne serait pas difficile de nommer la raison de la série de malchances que tu décris. Rien de ce que tu écris n'est unique, car nous faisons toujours la même erreur. Le fait est que la série de malchances qui a suivi la série de chances n'était pas une série de malchances du tout. Tu as juste décidé de la peindre en noir. Rien de mauvais ne peut découler de quelque chose de bon en réalité. Après quelque chose de bon, quelque chose de meilleur suit toujours, mais tu ne l'as pas vu de cette manière. Tu ne pouvais pas accepter les changements en cours, et tu as donc projeté ta relation négative avec le monde extérieur. Le monde t'a donné un reflet de miroir de cela et a transformé ton choix en réalité physique. Tel est le caractère de l'esprit humain. Il insiste obstinément sur son propre scénario. Tout. Ce qui ne correspond pas au scénario est considéré comme un échec, et vice-versa. Seules les choses que l'esprit a déjà imaginées sont acceptées comme signe de succès. L'esprit est très obstiné à cet égard, et cette qualité provient d'un sentiment exagéré d'importance personnelle et de stéréotypes sociaux établis. Comment ton esprit peut-il savoir ce qui est vraiment bon pour lui et ce qui ne l'est pas?
Peut-il prévoir comment les choses se passeront? Un grand succès ne frappe jamais à la porte à l'avance, il tombe toujours littéralement du ciel. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi c'est ainsi? C'est parce que dans ce cas, l'esprit est distrait et n'a pas été capable d'empêcher le succès de se réaliser. Seulement au moment où l'esprit relâche son emprise mortelle sur le script, le succès peut percer à travers la solide ligne de défense. Si le succès pouvait être planifié, il n'y aurait aucun besoin pour nous d'avoir toutes ces conversations en premier lieu. Planifie et obtiens ce que tu as planifié, seulement très rarement. L'esprit n'est pas capable de concevoir un algorithme de succès. Parfois, les lecteurs me demandent comment ils devraient agir dans telle ou telle situation spécifique. Comment pourrais-je savoir comment ils devraient agir? Ne crois jamais quelqu'un qui prétend connaître la recette du succès dans une situation donnée. Personne ne peut connaître ces choses. Alors, où réside la réponse? La réponse réside dans le monde qui est ton miroir. Transurfing offre la découverte la plus incroyable. Tout, ce que tu as à faire, c'est faire un choix, puis laisser place à sa réalisation matérielle. Le paradoxe est que nous n'avons pas besoin de savoir précisément comment trouver le succès, et en fait, il est même préférable que nous ne le sachions pas. Pensais-tu vraiment que Transurfing te donnerait encore une autre recette pour le succès? C'est au-delà de la capacité de l'esprit de créer une telle recette. Toute la beauté de la chose est que la recette s'écrit elle-même. La tâche de l'esprit est d'éviter de freiner le flux des alternatives, le cours naturel des événements, avec sa tendance au contrôle. Le flux des alternatives coule toujours dans la direction de ton choix. C'est pourquoi une fois que tu as fait un choix, tu peux compter audacieusement sur la coordination du principe de l'intention. Mon intention se réalise, tout fonctionne vers sa réalisation et tout se déroule comme il se doit. Revenons à la série de malchance. Chaque fois que tu as rencontré une série de malchance, tu as raté une opportunité de quelque sorte, la chance de rendre la série de bonne fortune encore plus chanceuse. L'esprit ne pouvait pas accepter la nature des événements à venir, ou les interprétait comme négatifs, et par conséquent, la négativité est devenue manifeste dans toute sa gloire. Ne sois pas contrarié à l'idée des opportunités perdues. Si tu définis ton objectif et t'en tiens fermement au principe de la coordination, une découverte merveilleuse t'attendra. Tu verras que toutes les erreurs que tu as commises précédemment ont servi à cet objectif. Tu ne l'aurais jamais atteint si tu n'avais pas rencontré les revers précédents. D'autre part, si tu n'avais pas commis ces mêmes erreurs, tu aurais quand même atteint ton objectif, mais il aurait pris une forme différente. Tu ne dois pas te limiter au potentiel d'un seul objectif. Il y a une infinité d'objectifs à ta disposition. C'est ainsi que le monde est mystérieux, magnifique et généreux. Alors, ne désespère pas. Si tu te diriges vers ton objectif le plus profond, le passé sera derrière toi. Peut-être jusqu'à maintenant t'es-tu laissé distraire par les objectifs des autres, le jeu des partenaires. Tu as dit que des individus apparemment incompatibles se marient comme pour se punir mutuellement. Quand j'ai lu cela, j'ai pensé que cela décrivait parfaitement ma situation. Pourrais-tu me donner des conseils pratiques pour trouver une issue à la situation? Que faire et penser? J'ai essayé plusieurs fois d'améliorer ma relation. Parfois les choses s'améliorent, mais l'effet est toujours temporaire. Et ensuite, je comprends que ma femme et moi sommes simplement fondamentalement incompatibles, et que je devrais essayer de construire une relation avec une autre femme. J'ai décidé de divorcer. Je veux vraiment mettre fin à la relation, mais il y a des biens partagés impliqués, et donc les circonstances m'empêchent de mettre en œuvre mes plans rapidement et en douceur, avec un minimum de pertes. Parfois, lorsque je suis en colère et que je me sens prêt à tout arrêter là, quoi qu'il en soit les circonstances et les conséquences, la relation semble s'améliorer pour aucune raison apparente. Mais peu de temps après, tout recommence. Que puis-je faire du point de vue du transurfing pour changer la situation? Il est vrai que la majorité des divorces surviennent pour des raisons relativement futiles, à savoir que les partenaires impliqués refusent de s'accepter tels qu'ils sont. Vous pourriez penser que cette explication est erronée et que je vais vous montrer pourquoi, mais vous vous tromperiez. Il ne s'agit pas de savoir qui a raison ou tort. La conscience, ou plutôt son absence, est la cause banale mais essentielle des conflits qui semblent surgir pour des choses triviales dans la vie. L'irritation reflète un manque de conscience. Dans le rêve lucide, le rêve se produit simplement au rêveur. Il n'est pas conscient qu'il le voit, c'est juste un rêve.
car il est totalement absorbé dans le jeu. De la même manière, les personnes qui vivent endormies dans le monde éveillé réagissent négativement comme une huître réagit à un irritant externe. Tout le monde comprend théoriquement que chaque individu a le droit à ses propres traits de personnalité étrange et excentricité, et qu'ils ne sont pas obligés de changer s'ils sont un peu différents de nous. Pourtant, la plupart des gens ne sont conscients de cela que lorsqu'on leur pose la question directement. Dans tous les autres cas, le facteur d'irritation est déclenché inconsciemment. Le type de personne qui dort dans le monde éveillé ne peut pas se permettre ou permettre aux autres d'être eux-mêmes. Il crée des relations de dépendance qui génèrent une polarisation et évoquent le vent des forces équilibrées qui rassemblent des personnes ayant des traits de personnalité diamétralement opposés afin d'annuler la dissimilitude entre elles. En plus de tout cela, en percevant une polarité de qualité, les pendules induisent des actions qui causent encore plus d'irritation. Vous avez peut-être remarqué que parfois votre partenaire semble faire délibérément des choses pour vous irriter. Sachez que dans la majorité des cas, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Leurs actions sont influencées par un pendule qui veut vous irriter encore plus pour pouvoir se nourrir de l'énergie de votre irritation. Vous illustrez comment la polarisation fonctionne dans votre lettre lorsque vous écrivez « Parfois, je suis en colère et je me sens prêt à tout arrêter là. Quoi qu'il en soit les circonstances et les conséquences, la relation semble s'améliorer pour aucune raison apparente. » Quand vous acceptez quoi qu'il en soit les circonstances, vous relâchez votre emprise comme pour dire « laisse brûler ». À ce moment-là, l'effet de la polarisation est affaibli. Le vent des forces équilibrées se lève et le pendule vous laisse tranquille. En conséquence, la relation s'améliore temporairement. Il serait plus précis de dire que les personnes similaires en caractère sont plus incompatibles que celles qui sont très différentes. Transposé dans le langage des faits, lorsque les gens disent que nous ne sommes pas compatibles ou que nos personnalités entrent en conflit, ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que nous ne pouvions pas nous accepter tels que nous sommes. En réalité, les personnes aux caractères opposés peuvent et devraient pouvoir vivre heureuses ensemble en harmonie. Il y a une raison. Pourquoi les forces équilibrées rapprochent-elles les opposés, soutenant ainsi le statu quo que vous pourriez connaître comme moi, des couples qui se sont séparés à de nombreuses reprises au cours d'une relation à long terme, chaque fois croyant que la rupture était sérieuse, faisant des valises, cassant des assiettes, brûlant des photographies de famille, déchirant des certificats de mariage et effectuant d'autres rituels tout aussi inflammatoires. Chaque acte de drame est également accompagné de terribles serments que cette fois-ci, c'est pour de vrai et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Pourtant, la tempête s'apaise et les deux guerriers se calment et recommencent à vivre ensemble. Tous ces conflits armés de rouleaux à pâtisserie et d'assiettes pourraient être évités si les personnes impliquées pouvaient descendre de la scène dans l'auditorium et observer l'acte, c'est-à-dire leur vie ensemble, sous un angle différent. Il est essentiel qu'au moins l'un des partenaires fasse cela. Pourquoi une vie partagée par deux personnes est-elle comme une pièce? Parce que chacun endosse un rôle. Je serai cette personne et je ferai telle et telle chose. Ce que tu fais m'irrite. Les gens se plongent dans la pièce et se comportent sans conscience, comme s'ils dormaient dans le monde éveillé. La vie leur arrive, et ils sont donc incapables d'influencer le script, aussi fort qu'ils essaient. Rappelez-vous quand vous étiez petit et que vous jouiez à être des adultes. Contrairement aux adultes, les enfants sont conscients que tout cela est juste pour s'amuser. Les enfants se souviennent toujours que c'est un jeu et agissent donc consciemment comme un spectateur de théâtre qui joue simultanément dans la pièce. Les enfants sont capables de changer le scénario dans leur jeu car ils savent que ce n'est pas réel. De même, dans le rêve lucide, le rêveur est capable de contrôler les événements qui se déroulent parce qu'il sait que c'est un rêve. Lorsque les gens grandissent, ils perdent la capacité de jouer indifféremment et deviennent mentalement plongés dans leur jeu comme dans un sommeil profond, perdant conscience de ce qui se passe. En conséquence, parce que les gens sont endormis dans l'éveil, ils se transforment en marionnettes faibles, obéissantes au pendule, et la vie commence simplement à leur arriver, dans la nature d'un rêve. Essayez de vivre votre vie ensemble comme des enfants, adoptez les rôles que vous vous êtes attribués mutuellement et jouez-les indifféremment, juste pour vous amuser. Par exemple, dès que votre partenaire commence à faire quelque chose que vous n'aimez pas et que vous vous retrouvez à vous agacer comme avant,
Jouez votre rôle de manière pittoresque ou grotesque, avec humour. En conséquence, la dynamique du conflit, causée par le fait de rêver inconsciemment lorsque vous êtes éveillé, deviendra cristalline. Alors, vous commencerez à réaliser combien d'arguments sont tirés de nulle part, comme dans les feuilletons télévisés. Lorsque vous prendrez conscience de ce moment, vous serez enfin capable de vous accepter vous-même et les autres tels qu'ils sont. Depuis 2 ans, je suis totalement plongé dans le trading de devises Forex, mais je n'ai pas réussi à atteindre un point où je pourrais trader de manière stable et rentable depuis 2 ans. Maintenant, j'ai subi des pertes constantes. Peut-être que mon collègue a raison quand il écrit que le marché est l'invention du diable. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils disent que lorsque vous jouez sur le marché, vous échangez votre propre âme, et malheureusement c'est vrai, c'est ainsi que c'est. La seule issue pour moi maintenant est de tout donner à l'Église, mais cela ne résoudra pas les conséquences karmiques. Et que dire de la multivariance du destin? Pourquoi ne devrait-on pas assurer sa vie en tradant sur le marché des devises? Les histoires des millionnaires ne sont-elles qu'un mythe? Devrais-je éliminer complètement l'idée de devenir riche de mon esprit et la remplacer par l'idée d'aider les autres? Je ne suis pas un théoricien et je ne fais pas non plus que jouer avec des idées. Tout ce que j'écris, je l'ai vécu personnellement, et pas qu'une seule fois, mais des centaines de fois. Que devrais-je choisir? Vous me demandez ce que vous devriez choisir. Puis-je ou quelqu'un d'autre vraiment vous montrer votre véritable chemin? Seule votre âme peut savoir ce que vous devriez choisir. Tout. Ce que je peux faire, c'est évaluer vos erreurs, et même cela est une opinion subjective. Vous écrivez que la seule solution pour moi maintenant est de tout donner à l'Église. Naturellement, je comprends que vous ne croyez pas vraiment que c'est la seule solution disponible pour vous. Pourquoi considéreriez-vous même faire un don comme une solution? Ce n'est pas l'adhérence à Dieu, mais l'adhérence aux pendules qui ont inculqué l'idée que vous sauvez votre âme ou que vous êtes absous de certains problèmes karmiques en donnant votre argent à l'Église. Tout vrai serviteur de Dieu vous dira que l'absolution ou le pardon ne peuvent jamais être achetés pour n'importe quel montant d'argent. Appelons un chat un chat. Le pendule religieux n'est pas le même que Dieu. L'Église est exigée par le pendule, pas par le Tout-Puissant. Dieu n'a pas besoin de vos dons. Si vous considérez faire un don comme une solution à votre problème, cela signifie que vous essayez de faire un marché avec lui. La charité peut éliminer l'excès potentiel des sommes d'argent accumulées si vous avez un surplus de ressources stagnantes. Cependant, étant donné que vous êtes impliqué dans le trading de devises, vous ne souffrez probablement pas de stagnation financière. La charité est une bonne action au vrai sens du terme, à condition qu'elle soit sincère. Par exemple, une personne aisée soutient financièrement un orphelinat, mais ne le visite jamais. Ce n'est pas une bonne action, mais un marché. Le soutien est dirigé avec indifférence et ne sert que d'idées agréables encadrées par la phrase pieuse « j'aide les enfants ». La motivation, cependant, n'est pas sincère. Le sponsor n'a pas la passion de communiquer avec les enfants qu'il aide et n'a donc aucun amour pour ses enfants. Il se considère comme quelqu'un aidant les enfants. Peut-il vraiment être mauvais qu'une personne aide sans amour et sincérité? Pas nécessairement, c'est bien, mais il n'y a aucune raison d'espérer que l'acte comptera d'une manière ou d'une autre. Un tel sponsor peut augmenter sa cote dans l'opinion publique, mais en termes de compensation pour l'âme, il ne recevra rien du tout. Il vaut mieux s'aimer sincèrement que d'aimer les autres de manière insincère. J'irai même jusqu'à dire qu'il est absolument essentiel de s'aimer soi-même. Vous avez écrit « Devrais-je éliminer complètement l'idée même de devenir riche de mon esprit et la remplacer par l'idée d'aider les autres ?» Ne vous chargez pas de l'idée de devoir aider les autres si vous ne vous sentez pas vraiment motivé à le faire. Au contraire, travaillez à accumuler votre propre richesse, ce que vous ferez sincèrement, et il n'y a absolument rien de honteux à le faire. Ne prêtez aucune attention aux cris des partisans du pendule qui tentent d'imposer leurs valeurs spirituelles sur vous. Rappelez-vous qu'une personne vraiment spirituelle ne cherchera jamais à vous imposer quoi que ce soit. La valeur spirituelle la plus élevée que vous puissiez avoir est votre propre âme. Détournez-vous des pendules et tournez-vous vers votre âme. Pensez à vous-même, par exemple, en créant votre propre bien-être. Cela dit, l'approche pour créer votre propre richesse doit être différente de celle que vous adoptez actuellement.
L'âme ne veut pas d'argent, elle veut les choses que l'argent peut acheter. Savez-vous vraiment ce que vous voulez? Peut-être pas. Demandez-vous ce que vous voulez vraiment dans la vie. Qu'est-ce qui transformerait votre vie en une célébration continue? Définissez l'objectif. Votre esprit adopte une approche directe. L'argent achètera presque tout. Il est donc logique d'aller droit au but. Le problème, c'est que l'âme est directe à sa manière et ne partage pas le désir de l'esprit pour l'argent. L'âme ne comprend pas ce qu'est l'argent, essentiellement parce qu'elle ne sait pas penser en termes abstraits. Ainsi, l'âme ne deviendra jamais l'allié de l'esprit en ce qui concerne l'accumulation d'argent. L'esprit est impuissant sans l'âme, tout comme l'âme est impuissante sans l'esprit. Que devriez-vous faire alors? Définissez votre objectif et avancez vers lui sans considérer comment atteindre l'objectif. Les moyens apparaîtront, c'est toute l'astuce. En d'autres termes, si l'âme et l'esprit avancent ensemble vers un même objectif, bras dessus, bras dessous, des portes s'ouvriront devant vous qui semblaient auparavant verrouillées de manière impénétrable. Le marché des devises pourrait-il être votre véritable porte? Ce n'est pas à moi de juger. Pourtant, vous avez raison. Je n'ai pas été capable d'atteindre un point où je pourrais trader de manière stable et rentable depuis 2 ans maintenant. J'ai subi des pertes constantes. Vous pouvez tirer vos propres conclusions. Ceux qui deviennent millionnaires travaillent vers leurs objectifs les plus intimes, pas pour l'argent. Lorsqu'une personne avance vers son objectif le plus intime via la bonne porte pour elle, l'âme chante et l'esprit se frotte les mains de joie. Le marché d'échange apporte-t-il de la joie à votre cœur? Cette vocation satisfait-elle votre esprit? Seul vous pouvez connaître la réponse à ces questions. La connaissance ésotérique, j'ai lu beaucoup de littérature de ce genre, et la chose intéressante est que, en principe, les auteurs disent tous la même chose avec quelques différences. Par exemple, je suis confus avec tout le matériel disponible sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Presque tout le monde dit qu'il ne vaut pas la peine de laisser entrer dans votre cœur toutes les informations que vous percevez. Mais que devraient faire les personnes sensibles? Et par exemple, les personnes qui donnent l'aumône chaque jour. Car si nous cessons de percevoir ou de comprendre la peine des autres, le monde deviendra un endroit insensible et maléfique. À l'avenir, je veux être journaliste et je travaille déjà pour une publication. J'écris principalement des articles de presse basés sur les problèmes rencontrés par les femmes. On ne peut pas écrire de manière productive, à moins d'être prêt à laisser leurs soucis vous toucher. Que devraient faire les journalistes qui rencontrent quotidiennement des informations de toutes sortes? Cela ne signifie sûrement pas que toute ma vie je devrais pousser des pendules ou souffrir moi-même. Peut-être que je ne comprends tout simplement pas. Parfois, je me demande même si toutes ces idées, y compris le transurfer, ne sont pas simplement différentes versions d'une utopie. Car si l'on y réfléchit, le transurfer est aussi un pendule que vous avez créé et que vous continuez à balancer avec les pensées des autres. Pourquoi ne pas simplifier les lois et les principes que vous décrivez? Le transurfer n'a pas simplement été inventé, et donc ces lois ne peuvent pas être refaites. Il serait impossible d'inventer quoi que ce soit de ce genre. Il n'est pas non plus possible d'apprendre ce genre de choses de quelqu'un d'autre. La connaissance ésotérique ne peut ni être inventée ni apprise. Elle réside simplement dans un endroit communément accessible que j'appelle l'espace alternatif. Quelqu'un d'autre pourrait l'appeler autrement, mais cela ne change pas son essence. Dans votre lettre, vous avez mentionné que vous êtes confus au sujet de certaines questions. Comment donnez-vous un sens aux innombrables enseignements différents qui, comme vous l'avez dit, bien qu'ils soient différents, disent à peu près la même chose? Vous ne croirez pas à quel point c'est simple une fois que vous avez lu une mer de littérature sur la psychologie et l'ésotérique. Vous atteignez un certain point où vous pouvez vous arrêter et oublier tout, ce que les autres ont écrit dans les livres. Une fois que vous avez établi une base de connaissances de base dans un domaine donné, vous pouvez trouver d'autres informations pertinentes directement depuis l'espace alternatif. Il faut du courage pour compter sur soi-même, plutôt que de continuer à chercher des réponses dans les livres, alors que votre esprit est attentivement concentré sur les paroles des sages. Dans ce monde, vous trouverez la confusion et serez confiné à la position de l'éternel étudiant. Changez de direction, tournez le focus de votre esprit vers votre âme, et là vous trouverez les réponses à toutes vos questions. Savez-vous, ce qui différencie ceux qui font des découvertes, créent des chefs-d'œuvre de culture et d'art, et écrivent des livres des autres,
qui sont surpris par la découverte, enchantés par le chef-d'œuvre et qui lisent les livres. Comment le créateur est-il différent du critique ou le professeur du étudiant? Les premiers ont l'audace de détourner leur esprit des créations des autres et de porter leur attention sur leur âme. Ce n'est pas que les critiques et les étudiants n'ont pas de talent, c'est juste qu'ils dirigent le pouvoir de l'intention différemment, en valorisant ceux qui appartiennent aux autres et en apprenant d'eux. Vous pourriez penser que j'aime faire appel à vos émotions dans une sorte de démagogie vide, ou de mâcher des vérités communes, lorsque je vous dis de tourner l'attention de votre esprit vers votre âme. Cela semble probablement un peu vague et empreint du genre de spiritualité qui est indulgemment douce. Cependant, les choses dont je parle sont bien réelles. Il ne serait pas exact de dire que votre âme sait déjà tout. Ce n'est pas que votre âme sait déjà, c'est plutôt qu'à la différence de l'esprit, elle a accès à un champ d'information qui contient des données relatives au passé et au futur, ainsi que tous les chefs-d'œuvre et découvertes. L'esprit perçoit les sentiments de l'âme comme une connaissance intuitive et une inspiration, puis les interprète sous forme d'idées et de classifications généralement acceptées. L'esprit ne peut jamais inventer quelque chose de totalement nouveau. L'esprit est seulement capable de construire une nouvelle maison avec de vieux blocs. Tout, ce qui est totalement nouveau, est créé à partir de l'unité du cœur et de l'esprit. Il y a des étapes concrètes simples qui peuvent être prises pour atteindre cette unité. Acceptez comme un fait que toute connaissance vous est accessible. Cherchez en vous-même les réponses. Suivez votre propre chemin. Exercez votre droit à l'individualité. Utilisez votre accès à la connaissance. La connaissance vous deviendra accessible dès que vous parviendrez à changer le focus du pouvoir de votre intention des autres vers vous-même. Vous devez simplement vous dire que vous êtes un individu unique et que vous savez tout. Posez-vous une question et attendez la réponse. La réponse viendra peut-être instantanément, peut-être quelques jours plus tard, ou peut-être même des mois plus tard, selon la complexité de la question, mais la réponse viendra certainement. La connexion entre le cœur et l'esprit de chacun est différente, mais quelle que soit la connexion, le plus important est d'être conscient du cœur pour que le pouvoir de l'intention soit avec le cœur. Tout le secret réside dans le fait que beaucoup de gens ne pensent pas à le faire, mais pour ceux qui commencent à faire des découvertes et à créer des chefs-d'œuvre, cela devient évident. La seule chose qui obscurcit l'unité du cœur et de l'esprit est l'importance intérieure et extérieure. Elle enferme l'essence créative dans une boîte de stéréotypes établis. Voici ce que vous écrivez au sujet des problèmes de vos lecteurs. Il est impossible de travailler de manière productive sans laisser leurs soucis vous toucher. C'est une phrase marquée par la justesse. Ne pensez-vous pas qu'elle appelle simplement à être suivie par quelque chose comme « Comment pouvez-vous les aider à moins de laisser leurs problèmes vous toucher ?» Cela semble très correct, mais en dessous, c'est un stéréotype faux créé par les pendules. Vous aidez à résoudre les problèmes des autres, non pas parce que vous les laissez vous toucher, mais malgré le fait que vous l'ayez été. De plus, lorsque vous êtes mentalement immergé dans les problèmes des autres, vous devenez incapable de les résoudre objectivement. Les gens rencontrent des problèmes en premier lieu parce qu'ils sont totalement immergés dans leur propre mise en scène. La vie leur arrive, et comme dans un état de rêve non lucide, ils sont soumis au pouvoir des circonstances. Dès qu'ils descendent dans l'auditorium et observent la pièce de théâtre d'un autre point de vue, ils verront beaucoup de choses plus clairement. Pendant que votre esprit est immergé dans les problèmes des autres, vous êtes dans la même position qu'eux. Pour comprendre et résoudre le problème de quelqu'un d'autre, vous devez agir avec détachement. Cela ne signifie pas sans cœur ou indifférent, mais avec détachement. C'est la différence entre l'absence d'importance et l'absence de compassion. Vous ne pouvez trouver des solutions aux problèmes, les vôtres et ceux des autres, que si vous adoptez le rôle du spectateur participant. Tout le temps que vous vivez vos problèmes ou ceux des autres, vous restez impuissant. De nombreux lecteurs ont du mal à discerner la différence entre le détachement et l'insensibilité. L'absence d'importance est une question de détachement, pas d'indifférence. Jouez votre rôle juste pour le plaisir, comme le font les enfants, alors vous serez le marionnettiste et le maître de la situation. Mais tant que votre esprit est immergé dans la mise en scène, vous êtes la marionnette sur un fil. Il n'est vraiment pas utile de vous identifier émotionnellement à tout ce que vous rencontrez. Quand il s'agit de cela, les choses ne sont pas aussi importantes qu'elles le semblent au départ.
Vous devriez aider ceux qui ont besoin de votre aide, mais l'aide doit être donnée avec détachement, sans vous désoler ou sympathiser à un niveau émotionnel profond, car cela ne fait qu'aggraver les choses. De plus, l'aide ne devrait être donnée que lorsqu'elle est demandée. En réponse à votre question sur ce que devraient faire les personnes sensibles, par exemple celles qui donnent quotidiennement l'aumône, il y a une réponse très simple mais à laquelle vous ne vous attendez peut-être pas. Abandonnez la culpabilité. Quiconque donne régulièrement l'aumône ressent un sentiment de devoir, et le devoir vient de sentiments de culpabilité. Il y a une différence entre la compassion pour les nécessiteux et le sentiment de devoir les aider. Le devoir n'est pas tellement le reflet de la compassion que la manifestation de l'importance. Si soudainement vous êtes submergé par une vague de sympathie pour une vieille femme pauvre en particulier, alors c'est de la compassion. Si, en revanche, vous êtes incapable de passer devant un mendiant sans être tourmenté par votre conscience, ce n'est pas de la compassion, mais un sentiment de devoir. Alors que devriez-vous faire? Reconnaissez votre liberté. Vous ne devez rien à personne. Revendiquez votre droit au savoir. Vous êtes tout aussi capable de créer et de fournir des réponses. Pourtant, si vous n'êtes pas libéré de l'importance, vous serez tourmenté par des sentiments de doute. Si vous êtes libéré de l'importance, alors vous avez raison. Et lorsque vous êtes libre, vous pouvez vous permettre de sympathiser et d'empathiser. Comment reconquérir celui que vous aimez? Je vous supplie de me dire comment reconquérir l'homme que j'aime. Si l'homme que vous aimez est parti de son propre chef, il est très peu probable que vous puissiez le récupérer. Du moins, vous ne pourrez pas le ramener dans votre vie avec les efforts d'intention intérieure, c'est-à-dire en prenant des mesures directement destinées à le récupérer. Cela inclurait toute tentative d'influencer directement la personne en question. Même si vous aviez un certain succès, la personne ne serait pas la même. Seule l'intention extérieure le ramènera. Avec l'intention intérieure, vous essayez d'influencer le monde directement dans la poursuite de vos objectifs. L'intention extérieure fonctionne de telle manière que le monde lui-même vient à votre rencontre. Je peux brièvement expliquer comment fonctionne l'intention extérieure dans les relations. Les partenaires sont guidés par l'intention intérieure, c'est-à-dire qu'ils veulent recevoir quelque chose de l'autre moitié, et s'ils ne l'obtiennent pas, ils mettent fin à leur relation. Chacun a sa propre manière de trouver l'accomplissement dans ses relations. Ils peuvent avoir besoin d'amour, de sexe, de respect, de reconnaissance, d'approbation de certaines qualités personnelles, de proximité, de compréhension mutuelle, d'évasion de la solitude, de plaisir, etc. Y aurait-il un élément commun qui unit tous ces besoins différents? Cet élément commun a toujours existé et reste la protection et la confirmation de la valeur individuelle. Quels que soient les principes directeurs des actions d'une personne, tous les motifs personnels sont liés au sentiment de valeur personnelle. C'est la nature humaine. L'intention intérieure dans les relations humaines vise toujours à protéger et à confirmer sa propre valeur d'une manière ou d'une autre. C'est à cela que vise l'intention intérieure de votre bien-aimé en trouvant un partenaire qui répondra à son sentiment de valeur personnelle. Alors quelle est votre intention intérieure visant à ramener votre bien-aimé et, ce faisant, à restaurer votre propre sentiment de valeur personnelle et à renouveler une relation qui vous a donné un sentiment d'accomplissement? Maintenant, demandez-vous si vous pouvez répondre aux besoins de votre partenaire si vous vous laissez guider uniquement par l'intention intérieure. Si vous souhaitez reconquérir votre partenaire, vous devrez lui donner la priorité de son intention intérieure. Ne le jugez pas pour vouloir trouver confirmation de sa valeur en vous, car vous aussi vous souhaitez recevoir quelque chose de lui. Vous vous souviendrez peut-être que le premier principe du Freiling dit « Abandonnez l'intention de recevoir, remplacez-la par l'intention de donner, et vous recevrez la chose même. » Vous avez abandonné l'intention intérieure, quelle qu'elle soit. Définissez la focalisation de l'intention intérieure de votre partenaire. Dès que vos actions sont redirigées vers la satisfaction des besoins de votre partenaire, votre propre intention intérieure se transformera en intention extérieure. Vous constaterez qu'en adoptant cette approche, vous rendez non seulement votre partenaire heureux, mais vous recevez de votre partenaire tout ce que vous désiriez, et plus encore. Si vous pouvez abandonner l'intention de recevoir et la remplacer par l'intention de donner, vous recevrez instantanément la chose que vous avez laissée partir. Ce principe fonctionne si efficacement qu'il donne l'impression qu'une sorte de pouvoir magique est à l'œuvre. C'est une véritable magie
aucun sortilège ou potion d'amour n'est nécessaire. Malgré tout ce que nous avons dit, il est aussi difficile de récupérer quelque chose qui a été perdu que de marcher 2 fois dans la même rivière. Il vaut mieux essayer de suivre les principes du frailing avant que la relation ne commence à souffrir. En tout cas, avant de prendre toutes sortes d'actions, si j'étais à votre place, je réfléchirais très attentivement à savoir si vous voulez vraiment reconquérir cet homme, ou si, que vous avez vraiment, c'est un désir ardent de restaurer votre estime de soi perdue. C'est très douloureux de se sentir rejeté ou négligé, je le sais. Mais même si je connaissais tous les détails et les circonstances de votre relation, je serais quand même incapable de donner des conseils plus spécifiques. Tout. Ce que je peux faire, c'est vous donner l'outil. Comment vous choisissez de l'utiliser, c'est à vous de décider. N'oubliez pas que la couche de votre monde est votre miroir. Si vous préférez souffrir, c'est ce qui se passera. Si vous appliquez le principe de coordination de l'intention et évaluez les circonstances actuelles comme exclusivement positives, c'est aussi ainsi que les choses se passeront. Vous pourriez penser que tout va de travers, mais vous est-il arrivé de penser que la séparation de votre bien-aimé pourrait vous sauver de certains problèmes invisibles? Dites-vous que tout se déroule comme il se doit, car c'est à vous de décider si vous choisissez de vous réjouir ou de souffrir. Si j'étais vous, je prendrais courage, je sauterais de joie et je applaudirais pour la lumière. Laissez le miroir vous donner du plaisir. J'ai le même problème. La femme que j'aime me quitte, ma femme. Nous sortions ensemble depuis 3 ans et sommes mariés depuis 4. La principale raison de la séparation est mon insécurité financière personnelle. À bien des égards, je suis trop doux, timide et excessivement prudent. Ma femme pense qu'avec mes connaissances et mon expérience, je devrais créer ma propre entreprise, car il est difficile, lorsque l'on a une nature douce comme la mienne, de grimper en haut de l'échelle corporative. Construire une carrière n'est pas vraiment pour quelqu'un de créatif. À certains égards, je suis d'accord avec ma femme. J'ai tendance à être trop minutieux, toujours à la recherche d'informations supplémentaires ou de moyens d'acquérir plus d'expérience. Au cours de ma carrière, je n'ai jamais travaillé dans un poste pendant plus de 2 ans, ce qui m'a donné une expérience et des connaissances variées en affaires. L'un des points forts de ma personnalité est que je suis très réceptif, mais c'est aussi un désavantage, car c'est un trait de personnalité qui rend plus difficile pour moi de construire une carrière. Ma femme veut de la stabilité, de la fiabilité et des enfants. Ce sont aussi mes motivations personnelles, mais je ne les vois pas se développer dans le cadre d'une carrière autant que sur le principe de concevoir un système ou un modèle économique rentable. Cela nécessite des connaissances et de l'expérience qui ont toujours été parmi mes plus hautes priorités. Il y a 3 mois, ma femme et moi avons finalement divorcé, et maintenant ma femme loue un appartement séparé que son salaire lui permet de faire. Elle est à la recherche d'elle-même, mais notre relation devient plus froide, et elle ne semble pas vouloir me voir. Comment puis-je la reconquérir? Je ne peux pas vous donner une recette spécifique pour résoudre vos problèmes. Je propose des solutions spécifiques uniquement dans les CA où la situation est cristalline, et même alors, mon avis est purement subjectif et donc faillible. Si je ne connais pas la réponse à un problème, je demande à mon intuition. Si mon intuition ne m'aide pas, je recommande d'appliquer l'un des principes de la transurfing, car je sais que cela ne fera pas de mal. Dans ce cas, mon intuition coïncide avec le principe selon lequel vous devez écouter totalement la voix de votre cœur. D'autres diraient que le succès réside dans une bonne carrière, la stabilité et un salaire élevé. Mais ces choses n'ont aucun rapport avec nos objectifs. On ne peut sûrement pas définir le vrai chemin dans la vie en grimpant l'échelle corporative. La stabilité de carrière et les salaires élevés ne sont vraiment pas des buts en soi. Ce sont les attributs accompagnant des objectifs. Votre vrai but est la chose qui transformera votre vie en une célébration. Vous n'atteindrez jamais rien en substituant un but à un attribut accompagnant. Les attributs viennent d'eux-mêmes en résultat de l'atteinte du but. Par exemple, vous recevez tous les avantages de la vie en devenant un spécialiste de premier plan dans votre domaine. Il est logique de viser votre but et non les avantages qu'il apportera. Cela semble évident, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre, mais le paradoxe est que cette notion surgit brièvement dans la conscience des gens pour ensuite être éclipsée par le brillant collant des attributs. Les gens aspirent aux attributs comme les papillons de nuit vers une ampoule électrique, sauf que cela ne les mène nulle part.
Comment pouvez-vous atteindre le succès si vous travaillez vers les attributs des buts plutôt que vers le but lui-même? C'est là que vient le mythe, selon lequel une grande abondance est le plaisir de quelques-uns choisis. L'opinion publique impose ces stéréotypes, mais l'image du stéréotype est uniquement tirée des résultats visibles, alors que le succès se trouve dans le processus de progression vers le but. Les résultats finaux sont toujours visibles, tandis que le processus qui raconte comment le but a été atteint reste caché dans l'ombre. En conséquence, le stéréotype est créé. Poursuivez une carrière et de l'argent. En d'autres termes, allez droit vers l'ampoule électrique. Tout. Ce que les gens voient, c'est le brillant des étoiles déjà levées. Il y a peu de gens qui prêtent attention au chemin qui a conduit l'étoile au sommet de son succès. Toutes les étoiles traversent une dense forêt de revers et d'échecs. Le succès ne sourit qu'à ceux qui sont convaincus de marcher sur leur vrai chemin. Avancez vers votre but avec un esprit indomptable et souvenez-vous, quoi qu'il arrive, les alternatives se déploient dans la direction où elles doivent aller. Personne ne peut savoir quand ou comment le but sera atteint. Si vous suivez les stéréotypes, vous êtes certain de réussir, mais le niveau de votre succès sera médiocre et nécessitera un immense effort pour l'atteindre. Pour obtenir un énorme succès, vous devez définir votre but et avancer vers lui sans fléchir, quel que soit ce que les autres pourraient essayer de vous dire. Il n'y a aucun mal à prendre en compte les conseils des autres, mais finalement, les décisions doivent être prises avec le cœur. C'est alors seulement que vous cesserez de battre des ailes contre l'ampoule électrique comme un papillon de nuit dans l'obscurité. La décision appropriée naît toujours de l'unité du cœur et de l'esprit. Une décision catégoriquement inappropriée est une décision basée sur un sentiment de malaise intérieur. Si une décision vous cause le moindre malaise dans les entrailles, similaire au sentiment d'obligation, votre cœur dit non. En revanche, si la décision que vous avez prise ne vous cause aucun inconfort intérieur, le cœur dit oui, ou je ne sais pas. Dans ce cas, votre esprit fait le choix final. Si la décision est bonne pour vous, le cœur chantera et l'esprit se frottera les mains avec joie. En revanche, si vous ne pouvez pas définir votre but, ne vous tourmentez pas en essayant. Ce n'est pas comme si vous ne pouviez pas vivre sans un but. Pourquoi ne pas simplement vivre sans chercher quelque chose à atteindre, si c'est ce que vous voulez? Si tel est le cas, il n'y a qu'un seul conseil que je puisse donner, c'est de suivre le flux et de ne pas être emporté par le courant. En d'autres termes, vous devez observer le principe de coordination, et alors la vie suivra un cours calme et confortable. Votre but se révélera sans aucun doute lorsque vous cesserez les tentatives fiévreuses pour le trouver. En ce qui concerne votre question sur la façon de reconquérir votre femme, je crains de ne rien pouvoir vous conseiller. La phrase clé « Elle est à la recherche d'elle-même, mais notre relation devient plus froide et elle ne semble pas vouloir me voir » montre clairement que le problème n'est pas la stabilité financière ou son absence. Si elle ne vous aime pas, il est impossible de la reconquérir. L'intention de ma question est la suivante. Les lois de la transurfing peuvent-elles s'appliquer à d'autres personnes? Par exemple, dans le cas où une mère veut guérir ses enfants qui souffrent de maladies mentales, ou si j'ai l'intention que la Russie devienne un pays prospère et que son peuple soit heureux. L'intention est capable de tout. La question réside dans la force. Si vous avez l'intention avec la force d'un Jésus-Christ, alors bien sûr, vous pouvez guérir. Mais le pouvoir de l'intention n'est pas le pouvoir du désir. Si vous désirez quelque chose très fort, il est peu probable que vous l'obteniez. Ce n'est pas non plus une question de foi, car là où il y a la foi, il y a toujours place au doute. L'intention est la résolution désintéressée et inconditionnelle de voir votre volonté se manifester dans la réalité, ainsi que la connaissance calme que cela se produira. L'intention est pure lorsqu'elle est dépourvue de désir, de peur, de doute et d'autres potentiels d'importance. L'intention de récupérer votre courrier de la boîte aux lettres, par exemple, est une intention pure. Si votre volonté de guérir vos enfants est tout aussi pure, alors vous les guérirez. Mais ne tombez pas dans le piège de penser que le résultat sera obtenu en faisant des efforts, quelle que soit la quantité d'efforts que vous y mettez. Une personne paralysée ne se lèvera jamais et ne se déplacera pas. En revanche, elle récupérera facilement sa mobilité si elle se souvient par hasard comment elle se déplaçait auparavant.
Personne ne peut enseigner le pouvoir de l'intention, ni moi, ni quiconque, mais la Transurfing offre des méthodes qui font fonctionner l'intention indépendamment de votre volonté. Je parle ici de l'intention extérieure. Dans ce cas, si le traitement n'aide pas, vous devez cesser d'essayer de guérir vos enfants. Qu'est-ce qu'un trouble psychologique? C'est lorsque l'âme est accordée à une zone de l'espace alternatif qui n'a pas été diffusée dans la réalité physique. La plupart des gens en bonne santé sont accordés à notre monde physique, tandis que les malades mentaux ne le sont pas. Ils planent simplement dans une zone du champ, d'où notre point de vue semble anormal, car il n'a pas été transformé en réalité physique. Acceptez vos enfants tels qu'ils sont. Ils ne sont pas malades, ils sont juste différents des autres. Il est formidable qu'une personne ne soit pas la même que tout le monde. C'est ce qui devrait être normal. Ce qui n'est pas normal, c'est la situation actuelle où tout le monde pense et agit de la même manière. Vous n'atteindrez rien en essayant de rendre vos enfants normaux. Comme je l'ai déjà dit, le pouvoir de l'intention ne peut pas être forcé en faisant des efforts et en se frustrant. Vous créez simplement un excès de potentiel qui ne fait qu'aggraver la situation. Si, cependant, vous êtes capable d'accepter vos enfants tels qu'ils sont et de reconnaître leur santé mentale, le pouvoir de l'intention viendra indirectement, et la puissance de votre intention intérieure se transformera en intention extérieure. Donnez à vos enfants votre attention, votre amour et, dans la mesure du possible, leur liberté. Libérez vos enfants de la nécessité d'être normaux et vous-même du besoin de les rendre normaux. Alors peut-être pas immédiatement, mais avec le temps, vous commencerez à voir des résultats. Vous devez également décider par vous-même si vous voulez suivre mon conseil ou non. Évidemment, mon conseil n'est pas celui d'un psychiatre spécialiste. Ai-je même le droit de donner un tel conseil? Votre cœur vous fournira les réponses à toute question qui vous concerne personnellement. Faites confiance à la voix de votre cœur plutôt qu'aux opinions des autres, y compris les miennes. Le seul avantage que j'ai est que je n'ai aucun attachement émotionnel à vos enfants, donc mon intention de répondre à votre question est pure. Ce que je ne comprends pas, cependant, c'est pourquoi vous vous souciez tellement du destin de la Russie si vos propres enfants sont malades. N'est-ce pas un peu trop préoccupant à l'échelle personnelle? Je ne suis pas fan des idées visant à rendre tout le monde heureux. Chaque individu ne peut créer que la couche de son monde, et donc aucun individu ne peut possiblement conférer le bonheur à toute la Russie. Cela ne pourrait être réalisé que si tout le monde travaillait ensemble, mais les personnes unies par une idée commune finissent par créer un pendule qui, tôt ou tard, engendre les activités destructrices des partisans principaux en les éloignant de leur véritable chemin et en déclenchant des guerres contre leurs concurrents. Vous savez aussi bien que moi ce que deviennent les idées visant à rendre tout le monde heureux. Toute idée de ce genre, même spirituelle et basée sur l'amour de Dieu, crée un pendule. Des nations entières ont été décimées au nom de Dieu et du bonheur sur terre. Aucun pendule n'est capable de rendre tout le monde heureux, et toute tentative en ce sens causera beaucoup de souffrance et de malheur. Le bonheur n'est pas une chose commune qui peut être partagée. Le bonheur est une notion très individuelle. Lorsqu'une nation agit pour construire une société heureuse pour tous, cela ne peut conduire qu'au genre de désordre que selon Boca. L'amour n'est pas dans le placard, mais dans l'esprit. Les pendules profitent en faisant passer le souci des autres pour de la grande générosité et ont un talent sophistiqué pour créer des stéréotypes extrêmement convaincants. Cependant, il ne s'agit que d'une belle démagogie. Toutes les personnes seront heureuses seulement lorsque chaque individu se dirigera vers son but le plus intime par sa propre porte. En ce sens, le transurfing est une sorte de pendule pour les individualistes, mais c'est le seul vrai chemin vers un bonheur authentique plutôt qu'éphémère. Il est essentiel de vous éloigner des pendules, de libérer votre âme de la boîte des stéréotypes et de travailler à votre propre bonheur. Sur le chemin vers votre but, vous aurez l'opportunité de faire beaucoup de bonnes actions et bien sûr, vous pourrez aider les pauvres et les nécessiteux, car vous aurez de plus grandes ressources. Vous dites que lorsqu'une personne surfe sur la vague du succès, elle est heureuse et chanceuse dans tous les domaines, et que le principal est de ne pas céder à l'influence des pendules destructeurs. Mais qu'en est-il du fait que la vie n'est pas parfaite et qu'il est rare qu'une personne ait de la chance dans tout? Soit vous avez de la croissance et du succès au travail et dans votre carrière, soit vous avez de la chance en ce que tout est confortable, calme et aimant à la maison. La plupart des gens veulent que tout soit merveilleux dans les deux domaines.
Vous êtes celui qui dit que personne n'a de la chance dans tout. C'est votre choix personnel. Si c'est ce que vous pensez, cela sera vrai pour vous. Le monde manifeste toujours le choix que vous faites pour vous-même. Vous écrivez que la plupart des gens veulent que tout soit merveilleux dans les deux domaines. Ici, le monde manifeste également votre choix. Il reflète impeccablement le fait que vous voulez que tout soit merveilleux, mais rien de plus que cela. Vous le voulez. Donc, ce que vous recevrez est exactement cela, votre moi désirant. Quand vous arrêtez simplement de vouloir et que vous avez l'intention d'avoir, alors vous recevrez. Notez la devise du Transurfing. Je ne veux pas ou j'espère, j'ai l'intention. Importance potentielle. Dites-moi comment surmonter la peur, l'anxiété et la panique. Comment éviter d'être accablé par ces émotions sur un plan pratique lorsque quelqu'un de proche part, comme ma fille ou mon fils par exemple. La peur m'envahit alors en une vague et me consume. Ont-ils atterri en sécurité? Pourquoi ne téléphonent-ils pas pour dire qu'ils sont arrivés? La question que vous avez soulevée est intéressante mais assez complexe. Il n'y a pas de recette universelle pour la peur. Si vous trouviez un moyen simple et efficace de dissoudre la peur qui ne nécessiterait pas de changer votre conscience, ce serait l'une des plus grandes découvertes de tous les temps. Dans la terminologie du Transurfing, la peur est un excès de potentiel énergétique qui émerge lorsque trop d'importance est attribuée à l'objet de sa peur. L'excès de potentiel perturbe l'équilibre dans le champ, ce qui donne naissance à des forces qui éliminent le déséquilibre. Supposons que vous vous retrouviez obligé de marcher le long du bord d'une falaise et que vous aviez peur de tomber. Par quels moyens les forces équilibrées pourraient-elles éliminer l'excès de potentiel? La méthode la moins énergivore serait de vous jeter dans l'abîme et d'en finir avec cela. La nature choisit toujours le chemin de moindre résistance. Cependant, comme cette alternative ne vous convient pas, vous surmontez la résistance des forces équilibrées, c'est-à-dire que vous vous contrôlez. Il s'avère qu'en équilibrant le potentiel de peur, vous déployez encore plus d'efforts. Par conséquent, votre dépense énergétique est doublée, dépensée à la fois sur le potentiel lui-même et sur sa rétention. Il ne reste guère d'énergie libre, vous laissant dans une sorte de stupeur. Si le potentiel de peur est assez puissant, il ne sera pas possible de le maîtriser, et alors les forces équilibrées feront de vous ce qu'elles voudront. En d'autres termes, un sentiment de panique surgit et vous êtes emporté par des forces visant à éliminer le potentiel, c'est-à-dire vers votre mort. Si vous pouviez réussir à réduire consciemment le niveau d'importance entourant la situation, la peur disparaîtrait. Le problème dans une situation de ce genre est qu'il est impossible de réduire consciemment l'importance. Donc la seule approche efficace que vous pouvez utiliser est d'avoir une sorte de filet de sécurité ou une route alternative mise en place. Peu importe la forme que cela prendra, elle sera unique à chaque situation. Si vous n'avez pas de filet de sécurité, tout ce que vous pouvez faire est d'éviter de lutter pour contrôler l'anxiété. Essayez de se convaincre de ne pas avoir peur est futile. L'auto-illusion ne vous aidera pas. Toute forme de bataille intérieure contre la peur ne fait que drainer votre énergie et aggraver le problème de l'excès de potentiel. S'il n'est pas possible de ne pas ressentir la peur, alors ressentez la peur. Agissez du mieux que vous pouvez dans les circonstances, mais ne luttez pas contre la peur elle-même. Par exemple, si vous êtes nerveux avant de faire une présentation, lancez-vous. Soyez nerveux naturellement et avec plaisir. Donnez-vous entièrement à ce sentiment merveilleux. Permettez-vous de perdre votre esprit de la manière qui vous plaît le plus. Dès que vous vous accordez cette liberté, toute l'anxiété se dissipera comme par magie, finissant par disparaître dans l'air. Cela se produit parce qu'une partie significative de votre énergie était autrement dépensée à lutter contre l'anxiété. L'anxiété et les soucis sont des manifestations moins puissantes de la peur. L'importance ici est générée par l'anticipation de l'inconnu. Dans ce cas, il est possible de réduire le niveau d'importance. Si quelque chose vous inquiète, dites-vous qu'il est contre-productif de s'en inquiéter, car nos soupçons et nos pires attentes deviennent généralement réalité. Une façon d'éliminer l'anxiété est par l'action, quelle qu'elle soit. Le potentiel créé par l'anxiété et les soucis se dissipe dans l'action. Les soucis inutiles resteront suspendus autour de vous jusqu'à ce que vous agissiez. La forme d'action que vous prenez peut même ne pas avoir nécessairement de lien avec l'objet de votre anxiété. Il suffit de vous occuper de quelque chose,
et vous verrez immédiatement que l'intensité de votre anxiété a diminué. Le principe de coordination de l'intention, tout se déroule comme il se doit, peut servir de point de référence utile pour réduire le niveau d'importance. Permettez-vous de ne pas savoir comment les événements doivent se dérouler. Lâchez prise sur le contrôle de la situation et donnez à la situation l'occasion de se résoudre avec succès. Les circonstances commenceront à se dérouler de manière positive. Si vous suivez consciemment le courant, plutôt que de vous battre les mains dans l'eau, vous pouvez être sûr que le principe de coordination de l'intention fonctionne. Le monde n'a pas l'intention de causer des difficultés à qui que ce soit. Non pas parce que des forces existent pour prendre soin de vous spécifiquement, mais parce que cela implique une dépense d'énergie moindre. La nature ne gaspille pas d'énergie, et il n'est pas rentable pour la nature de dépenser de l'énergie pour vous. Les difficultés que nous rencontrons sont toujours liées à une dépense excessive d'énergie. En revanche, la prospérité est la norme et demande un minimum de dépenses d'énergie. L'esprit ne comprend pas le chemin de moindre résistance et lutte contre les alternatives, apportant ainsi des obstacles et des problèmes sur lui-même. D'où pourrait-il venir sinon? Personne n'a encore éradiqué la loi de la conservation de l'énergie. Le principe de coordination ne doit pas être pris littéralement ou catégoriquement. Vous ne pouvez pas vous engager directement dans le vif du sujet et en même temps vous assurer que tout se déroule comme il se doit. Mais en général, vous pouvez vous fier à ce principe. Mon problème est le suivant. Je me suis fixé des objectifs très élevés et je suis constamment entouré de pendules qui me gênent pour les atteindre. Je ne peux pas parler de mes objectifs ou discuter de mes intérêts avec personne d'autre, et même mes proches me disent que je n'y arriverai pas. Quand j'observe les autres personnes, elles me semblent toutes à peu près les mêmes. Pourriez-vous me donner quelques conseils? Bien sûr, les pendules se mettent en travers de votre chemin, ils se mettent en travers du chemin de tout le monde. La façon de limiter leur impact est de maintenir le niveau d'importance aussi bas que possible. Ne donnez pas un sens excessif à quoi que ce soit. Cela peut sembler une recommandation inhabituelle, mais la majorité des problèmes sont dus à une importance interne et externe élevée, comme on dit. Des objectifs très élevés ne sont pas difficiles à atteindre en soi. Ce sont les stéréotypes acceptés et les faux schémas de pensée de l'esprit qui les rendent difficiles à atteindre. Le principe de coordination de l'intention peut vous aider à briser ces stéréotypes et schémas de pensée. Vous pouvez atteindre n'importe quel objectif s'il vous appartient vraiment. Si l'objectif a été fixé par quelqu'un d'autre, vous pouvez vous attendre à ressentir un sentiment de malaise intérieur lorsque vous visualisez mentalement l'objectif tel qu'il apparaîtrait s'il était déjà atteint. En ce qui concerne le choix de votre objectif et la manière de l'atteindre, vous pouvez prendre en compte ce que les autres vous disent, mais leurs paroles ne devraient pas avoir plus de signification que cela. Vous devriez suivre les directives du cœur et non les conseils des autres, en particulier des proches qui ne veulent que votre bien. Cela dit, je ne peux pas détecter la nature précise du problème dans votre lettre. La phrase « Quand j'observe les autres personnes, elles me semblent toutes à peu près les mêmes » est particulièrement vague. Permettez-moi d'expliquer. Personne ne me comprend, y compris mes amis et mes parents. Ils ne comprennent pas mes désirs et essaient de me forcer à faire ce qu'ils veulent. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un pourrait penser comme moi. Je suis le genre de personne qui aime la discipline stricte. Je planifie ma journée. Je suis proactif, persévérant et déterminé par rapport à mes objectifs. Je suis désireux d'acquérir de nouvelles connaissances, etc. Mes parents me disent d'oublier tout cela, de trouver un emploi et d'avoir une vie sans problème, ce que je considère comme des objectifs très modestes. La position de mes amis est encore pire. Tout. Ce qu'ils pensent, c'est comment sécher les cours suivants. Ils insultent les professeurs et discutent de sujets de conversation qui me semblent totalement sans intérêt. Ils me rendent également impossible de me concentrer sur la leçon. Pour couronner le tout, mes parents se disputent constamment. Maintenant, le tableau est un peu plus clair. Vous n'aimerez peut-être pas ma réponse, mais c'est à moi de la faire et à vous de décider si elle est pertinente ou non. Je n'impose pas mes opinions à qui que ce soit, mais vous me les avez demandées. Alors je vais répondre. La solution à votre problème est de jouer le fou. Je le dis littéralement. Ne pensez pas. Je vous amuse en choisissant soigneusement l'image du fou, une image qui vous permet de mettre en valeur toutes vos qualités positives, telles que la minutie, l'organisation et la concentration. Idéalement,
L'objet que vous choisirez pour représenter le fou devrait être inanimé afin de ne causer aucun malaise. Réfléchissez attentivement à l'objet que vous choisirez. Je suggérerais par exemple d'utiliser un ours en peluche. Une fois que vous aurez trouvé le mannequin approprié, faites un plan soigné de l'endroit, du moment et de la manière dont vous allez jouer au fou autour de lui. Il serait préférable d'établir un ensemble d'instructions détaillant ces actions, quelque chose du genre. Pour jouer au fou avec le dit fou, faites-le pivoter autour de son axe longitudinal. Le fou doit être placé sur une surface plane, dans une position qui n'empêchera pas sa rotation. La rotation du fou s'effectue par l'application d'efforts consécutifs au moyen des mains de celui qui joue au fou avec lui, et ainsi de suite. Les instructions et les plans doivent être méticuleusement élaborés avec une grande attention aux détails, y compris aux mesures de sécurité. Prenez la tâche au sérieux et vous obtiendrez un projet assez impressionnant. Je recommande de présenter le projet de manière professionnelle dans un dossier d'affaires. Une fois la phase de conception du projet terminée, vous pouvez passer à sa mise en œuvre. Préparez-vous minutieusement et effectuez toutes les actions nécessaires consciencieusement, conformément aux instructions. Votre expression faciale doit être intelligente et concentrée. Si vous vous surprenez à éclater de rire à tout bout de champ, prenez une pause. Riez autant que nécessaire pour vous en débarrasser, puis, une fois calme, vous pourrez reprendre. Vous pensez que je me moque de vous, mais en fait, la racine de votre problème réside dans un potentiel intérieur d'importance exagérée. Vous avez raison, je suis le genre de personne qui aime une discipline stricte pour planifier ma journée, être proactif, persévérant et résolu dans mes objectifs. Mais je suis constamment entouré de pendules qui se mettent en travers de mon chemin. Vous exigez trop de vous-même, et peut-être aussi des autres. Je ne sais pas, mais je soupçonne que vous vous êtes assigné le rôle d'une personne sérieuse et responsable, avec une tâche importante. Si tel est le cas, vous trouverez toujours d'autres personnes autour de vous qui affichent des qualités opposées. Par exemple, vous serez irrité par ceux qui sont irresponsables, désorganisés, indisciplinés et perturbateurs. Fondamentalement toutes sortes d'esprits farfelus, désireux de saboter votre planification méticuleuse. Pourquoi la vie est-elle ainsi? Parce que votre excès de potentiel intérieur crée une forte polarisation. Les personnes aux traits opposés seront attirées par vous, comme des copeaux de fer vers un aimant. C'est ainsi que fonctionnent les forces équilibrées, et elles visent à éliminer le potentiel. Le monde que vous percevez est votre miroir, mais si vous créez un excès de potentiel intérieur ou extérieur, le miroir se courbe, et la distorsion de la réalité se manifeste par le fait d'être entouré de pendules qui vous gênent. Mais plus précisément, les personnes qui se mettent en travers de votre chemin ne sont pas tant des pendules que leurs marionnettes. Les pendules ressentent l'énergie de votre potentiel et font agir les autres de manière à vous atteindre. En conséquence, vous êtes irrité, et l'arlequin saute encore plus haut. Le pendule le fait osciller et reçoit l'énergie de votre irritation. Dès que vous réduisez le potentiel d'importance, l'image du monde extérieur se transforme progressivement. Vous serez entouré des mêmes personnes, mais elles se comporteront très différemment envers vous. Dès que la polarisation disparaît, le miroir s'aplanit et la réalité redevient normale. Alors, qu'est-ce qui cause la polarisation? Sûrement pas vos qualités positives. En effet, vous avez évidemment des qualités très positives qui vous serviront sans aucun doute dans la vie. La polarisation apparaît comme le résultat de relations de dépendance. Vos qualités positives ne créent de changement dans l'image énergétique externe que lorsque vous commencez à vous comparer aux autres. Par exemple, vous pensez être discipliné, et eux être des fainéants, qu'ils manquent de concentration tandis que vous êtes orienté vers vos objectifs. Faire ce genre de contraste est ce qui attire la polarisation. En réalisant ce rituel, vous annulerez votre importance intérieure. Vous pourriez penser que le rituel n'est pas pour vous. Dans ce cas, il serait préférable de simplement résister à la tentation de vous comparer aux autres autour de vous. Soyez vous-même et permettez aux autres d'en faire autant. Lâchez prise dès que vous ferez cela. La polarisation disparaîtra et le reste du monde semblera inexplicablement différent et cessera de vous gêner. Alors, vous comprendrez ce qu'est réellement la réalité transtemporelle. Vous conseillez à un lecteur sérieux de jouer au fou, mais qu'en est-il de ceux qui sont trop occupés à faire l'imbécile?
Comment peut-on les amener à faire quelque chose de plus sérieux de leur vie? Personne ne veut rien faire de sérieux, non pas parce qu'ils ne sont pas sérieux en soi, mais parce que les choses que nous considérons comme sérieuses ne sont pas celles qui nous conviennent. La paresse est une condition de l'âme. Il est tout à fait naturel pour l'âme de ne pas vouloir s'occuper des affaires des autres. Peut-être que l'âme n'est pas venue en ce monde pour être esclave d'un pendule, mais pour se réchauffer au soleil près de l'océan, faire du ski dans les Alpes, voyager, ou profiter d'autres plaisirs de la vie. Alors, qui va réellement faire un travail ici? Demande le pendule en colère. À quoi on peut répondre avec les paroles d'une chanson d'étudiant humoristique? Laissez le travail à l'ours poilu qui n'a rien d'autre à faire que de vagabonder dans la forêt et de rugir là-bas. Tout à fait juste, car les sentiments de devoir et d'obligation sont les inventions des pendules. En réalité, notre monde est si riche et généreux qu'il a assez de richesse pour tout le monde, tant que chaque individu avance vers son propre but à travers sa propre porte. Il est peu probable que cela se produise un jour, mais cela n'empêche pas un individu donné de transformer la couche de son monde en un petit coin très confortable. Vous devez trouver votre véritable objectif, votre propre porte. Lorsque vous avancez vers votre propre objectif, vous n'avez pas besoin de vous persuader ou de vous forcer à agir. L'âme avancera joyeusement vers son but à travers sa propre porte. Pour d'autres, votre porte peut sembler une tâche lourde, mais pour vous, ce sera un plaisir. Tant que vous avancez vers le but de quelqu'un d'autre à travers la porte de quelqu'un d'autre, vous travaillez pour un pendule. Sur ce chemin, l'âme dira toujours « je ne veux pas », tandis que l'esprit insistera pour que vous le fassiez. C'est un chemin vers nulle part. Peu importe les arguments raisonnables et les beaux paysages avec lesquels il est déguisé, il n'y a qu'une seule solution. Définir votre propre but et vous efforcer d'y parvenir. En attendant, le remède contre l'obligation forcée peut être le jeu. Rappelez-vous comment, dans l'enfance, vous jouiez à être des adultes dans un magasin ou à l'hôpital. Imaginez maintenant que ce que vous faites, c'est jouer, pas travailler. Vous souffrez uniquement de l'obligation forcée si votre esprit se plonge dans le jeu. Adoptez le rôle du membre actif de l'audience, le spectateur participant. Agissez de manière détachée, ne vous donnez pas entièrement au travail que vous êtes obligé de faire. Faites comme si c'était un jeu, louez-vous. Inversion de la réalité. La réalité déplace ses cadres indomptablement le long du film du temps. Les vacances viennent et vont. C'est juste dommage qu'elles se terminent si rapidement. Hemingway avait raison en disant que la vie est une fête mobile qui reste avec vous, bien que rarement quelqu'un parvienne à vivre ainsi. La fête mobile est perdue de manière inattendue quelque part en chemin, après quoi toutes les couleurs de la vie s'estompent. Le vide et la mélancolie oppressante remplissent l'espace dans l'âme. Parfois pour des raisons évidentes et parfois non. Le pire, c'est que le monde sombre rapidement et volontiers dans les ténèbres, tandis que l'illumination émerge lentement avec beaucoup d'anticipation. La tendance de l'homme à la négativité a son propre chemin sombre, et un état opprimé en résulte, où le cœur et l'esprit sont d'accord. La vie devient bien sombre quand cela se produit. L'intention extérieure déplace régulièrement la réalité vers les zones les plus sombres de l'espace alternatif. Le miroir réagit rapidement, sans hésitation ni retard, tandis que l'illumination met alors du temps à apparaître, car lorsque quelqu'un se sent déprimé, son attitude teinte la couche de son monde de nuances de plus en plus sombres. Parfois, tout semble si affreux que vous n'avez pas l'énergie pour vous rappeler du transtemporalisme ou de quoi que ce soit d'autre. Comment êtes-vous censé briser ce cercle vicieux et redresser la réalité? En général, c'est assez difficile à faire, mais il existe une méthode radicale qui peut être appliquée, appelée inversion de la réalité. Il y a longtemps, et encore récemment, il y a seulement 20 ans, lorsque nous étions étudiants en physique, nous étudions dans une installation franchement affreuse où les enseignants incarnaient la brutalité des hommes des cavernes. La première année a commencé avec 75 étudiants, mais pas plus de 25 sont arrivés jusqu'au bout. Dans un environnement comme celui-ci, la loi du travail était la suivante. Si vous voulez vous en sortir vivant, apprenez à rire. Nous avons inventé un jeu que j'ai oublié par la suite, et que j'ai compris plus pleinement par la suite. Le jeu était joué selon les règles du transtemporalisme. L'essence du jeu résidait dans le fait de renverser votre relation à une situation, c'est-à-dire d'initier une sorte d'inversion. Lorsque les choses vont mal,
Les règles du pendule vous font souffrir, vous inquiéter, et vous effondrer sous le poids de vos problèmes, et généralement vous perdre la tête ou sombrer complètement. Nos règles de jeu dictaient que vous deviez faire l'inverse. Dans quelle mesure nous y sommes parvenus, vous pouvez en juger par vous-même. J'ai été délicieusement déçu, heureusement quelque chose de terriblement malheureux est arrivé. Quelque chose d'irréparable est arrivé, et mes affaires ont instantanément décollé. Un gentilhomme en voiture a eu la gentillesse de me couvrir de boue. Toutes mes tentatives ont été vaines, ce qui a assuré mon succès. Elle ne m'aime pas, non. Ce serait trop beau pour être vrai. Elle fait semblant magnifiquement. Il m'a largué et j'ai ri comme une baleine. Et ainsi de suite, dans le même d'esprit artistique. La seule chose qui a gêné était le rire hystérique qui a suivi toutes nos tentatives de transformer le malheur. Vous n'aviez pas le droit de rire à haute voix, en plein milieu d'une conférence. Et ainsi, le rire refoulé s'est transformé en gargouillis, en reniflement, et en divers autres bruits caractéristiques des ondulations et des amphibiens. Pendant les pauses, l'énergie qui s'accumulait se déversait en éclats de rire, assez à la manière de Castaneda. Il est clair ce qui se passait du point de vue du transtemporalisme. Premièrement, toute importance associée est réduite, et par conséquent, le potentiel excédentaire l'est aussi. Deuxièmement, les paramètres de l'énergie de la pensée du plaisir. Même si cela semblait idiot, nous étions loin de correspondre aux excuses désolées, et donc un changement plus positif s'est produit immédiatement. Le miroir répond rapidement, et ainsi le cœur et l'esprit soupirent de soulagement, et par conséquent, la réalité s'équilibre. Une fois, nous nous préparions pour un examen sur la théorie des probabilités. Le professeur était un homme redoutable, pour le dire légèrement. C'était une nuit sinistre dans les chambres des étudiants, à l'ombre de l'examen du lendemain. Mon ami et moi nous creusions la tête pour trouver comment équilibrer la situation. Qui sait ce qu'est la probabilité et comment la calculer? C'est un mystère enveloppé de ténèbres. Ils sont comme de vieilles sorcières, assises là à réviser. Ce n'est pas pour nous. Sommes-nous de vrais hommes ou quoi? Des amateurs à moitié cuits. Une des sorcières, entendant nos conversations, a passé sa tête par la porte. « Taisez-vous, canaille. Nous sommes des messieurs, de jeunes scientifiques, idiots. » Finalement, quelqu'un a eu l'idée de jouer aux cartes toute la nuit, à quoi j'ai répondu « Non, les gars, c'est exagéré. Je vais me coucher. » Mais les messieurs habillés en costumes et cravates, avec des cigares bon marché dans la bouche et des bouteilles d'un liquide suspect sur la table, se sont assis pour jouer. Quand je me suis réveillé le matin, je les ai trouvés assis à la table, encore. « Bande d'idiots, » j'ai dit, « vous allez tous échouer. » Ils se sont levés, se sont secoués un peu et sont partis pour l'abattoir. En conséquence de leur plaisanterie, ils ne s'en sont pas bien sortis. Ils ont tous eu un C. Pas moi, cependant. J'ai eu un F. C'était un vrai succès. Comme ils m'enviaient. Ils sont tous venus me voir après, avec un regard interrogateur, et m'ont demandé sérieusement comment j'avais fait. J'ai levé la tête fièrement. Vous voyez, je vous l'avais dit, messieurs, où vous pouvez fourrer vos pauvres C. Ce même jour, nous avons célébré ma victoire et c'était vraiment amusant. Le lendemain, j'ai dû repasser l'examen et j'ai eu un A. Je ne mens pas, croyez-moi. Si vous faites bien l'inversion, vous n'attendrez pas longtemps pour le résultat. Si votre humeur est si basse que vous ne pouvez pas vous résoudre à faire une inversion, alors vous devez rendre votre humeur encore pire en la portant à l'extrême, au grotesque, à l'absurde. Si vous augmentez le niveau de contraste sur une diapositive au maximum, il arrive un moment où cela devient un négatif. C'est à peu près ce que nous faisions. Une fille se sentait déprimée. Pour aggraver la situation, elle s'est habillée en noir pour que tout le monde sache qu'elle était en deuil. Et ses amis sont venus lui exprimer leurs condoléances et lui ont demandé comment elle comptait exactement se suicider et quand elle avait l'intention de le faire. Finalement, le groupe l'a entourée et a commencé à chanter de tout cœur une chanson triste et déprimante, avec des lamentations et des gémissements dignes de sauvages. Tout cela a progressivement laissé place à un cri prolongé et à un hurlement de loup, et quand il ne pouvait plus se retenir, tout le monde, y compris la dame en noir, a éclaté de rire incontrôlé. Bien sûr, c'est facile si vous avez un groupe d'amis amusants, mais si vous n'en avez pas, vous devez vous en sortir seul. Comment vous le faites est une affaire personnelle. Plaisanteries mises à part, cela fonctionne vraiment de pousser votre état à l'absurde. Cependant, les substances qui modifient la conscience doivent être évitées, car le résultat peut être encore pire.
Personnellement, je ne suis pas fan d'utiliser la méthode du contraste en solitude, donc je ne la recommande pas tant que je l'offre comme option pour information. Un état dépressif indique que les niveaux d'énergie de l'intention sont extrêmement bas. Il vaut mieux essayer de maintenir vos niveaux d'énergie à un niveau plus sain dès le départ et éviter la dépression de cette façon. Comme vous pouvez le voir, l'inversion de la réalité est similaire au principe de coordination de l'intention. La seule différence est que l'inversion est une approche plus radicale basée sur l'humour. En résumé, si vous ne contrôlez pas la réalité vous contrôlera.